Ok, bonjour à tous, merci d'être présents pour les porteurs de projets et puis pour ceux qui sont plus là pour écouter et challenger. Comme disait Grégory, on a essayé de faire un format un petit peu différent pour réunir d'un côté les investisseurs ou ceux qui sont dans le monde de l'investissement au sens large, soit qui investissent à titre perso, soit qui investissent à titre professionnel. Moi, c'est mon métier, ça fait une douzaine d'années que je fais du capital investissement pour le compte d'Arkea Capital. Je suis diplômé de l'ESCA en 2004, pour ceux que je ne connais pas. Et ça fait un an maintenant qu'on essaie d'animer ce club avec des thématiques qui sont un petit peu différentes, parfois de réunir l'écosystème des investisseurs, et parfois, comme aujourd'hui, c'est un peu une première pour nous, d'écouter des pitchs d'entrepreneurs ESCA qui veulent lever des fonds, ou en tout cas qui sont dans des réflexions de levée de fonds, et pouvoir leur faire un miroir sur qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement être améliorable, qu'est-ce qui est excellent, qu'est-ce qui est un petit peu des points à retravailler, avec un côté un peu bienveillance et sans pour autant tomber dans le pitch un peu dur qu'on peut voir extrêmement direct. Donc c'est un peu comme un galop d'essai, un entraînement, une manière aussi d'avoir un échange ensemble. Et je pense que voilà, l'idée c'est d'essayer ce nouveau format. On a sélectionné avec l'équipe 5 ou 6 projets, je ne sais plus, Greg. 5, ok. Oui, puisque du coup, il y en a deux qui sont, Ariel et Maxence sont ensemble. On a prévu l'ordre par année de diplôme d'ESCA, donc c'est Jean-Denis qui va avoir la lourde tâche de commencer. On a fixé un timing, donc du coup 5 minutes pour le pitch, une dizaine de minutes pour les questions-réponses. Et si vous voulez qu'on soit à peu près utile, et je pense que aussi les autres porteurs de projets peuvent réagir, c'est de se dire qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qu'on peut renvoyer sur un pitch que vous avez déjà présenté à une population qui sont d'une part des investisseurs et d'autre part d'autres qui sont comme vous des porteurs de projets. Voilà à peu près tout. Sauf si j'ai oublié quelque chose, François et Greg, ou si vous avez des questions. Eh bien, oui, alors moi je serai le timekeeper, hein, donc 5 minutes de présentation, donc à 4 minutes, je vous ferai un petit rappel. François Kersuzan animera la deuxième partie questions-réponses pendant une dizaine de minutes. Et puis, eh bien maintenant, Jean-Denis, tu as normalement la main toi aussi, et donc tu peux te présenter et diffuser ton support. Bienvenue. Là, je pense que vous m'entendez tous. Tu me confirmes, Grégory, que vous m'entendez? Ouais, c'est bien, Jean-Denis. Et vous voyez aussi le support? Et c'est impeccable, on le voit. C'est magnifique. Ok, très bien. Donc, bonjour à tous. Je suis donc Jean-Denis Perche. Je suis diplômé de la promo 1996. Donc, c'était hier, n'est-ce pas? Et finalement, ça va faire 30 ans qu'on est rentré dans cette belle école de l'ESCA. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc la société Saroule, qui est voilà, je vais vous en dire plus tout de suite puisqu'on n'a que 5 minutes, donc on va essayer d'être focus. Alors pourquoi est-ce que ça roule? On est une équipe de founders qui est complémentaire, puisque moi-même j'ai passé 25 ans dans le monde de l'univers du pneumatique et mon co-founder 15 ans dans la partie tech. On veut travailler sur le marché de l'après-vente auto, qui est un marché qui représente 195 milliards d'euros en Europe annuellement. On a deux problèmes majeurs sur ce marché, qui sont tout ce qui est manque de connaissances techniques de l'automobiliste et le manque de transparence et de digitalisation de la distribution. Donc, a priori, si vous avez une automobile, vous avez été déjà confronté à l'un ou l'autre de ces problèmes. On a un premier focus qui est sur ce qu'on va appeler notre zone de confort, qui sont les pneumatiques, qui est aujourd'hui un marché de 22 milliards d'euros en Europe. Et on travaille avec une innovation dont je vais vous parler, qu'on appelle le Shazam et le Doctolib du pneu. Globalement, pourquoi on parle de ça? On considère qu'il y a sur la partie du pneumatique 3 choses sur lesquelles on veut travailler, qui sont la partie sécurité, partie environnement et partie expérience client. La sécurité, les pneus usés, c'est 153 000 accidents par an en Europe. L'environnement, c'est globalement 128 millions de pneus qui sont remplacés prématurément chaque année. C'est Michelin qui le dit, ce qui est quand même assez énorme, puisqu'on a 9 millions de tonnes de CO2 qu'on pourrait éviter. Et surtout, on pourrait économiser un pneu tous les 2 ans. Et puis, sur la partie de l'expérience client, il y a 2 choses qui sont clés. C'est qu'on a
un accroissement constant du nombre de références, donc des problèmes de disponibilité du produit. C'est-à-dire que quand vous allez en magasin, vous ne trouvez plus le produit que vous souhaitez. Il faut donc s'y prendre avant. Et il n'y a pas de plateforme aujourd'hui de prise de rendez-vous qui soit unique de type Doctolib. Donc, grosso modo, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre solution? C'est une solution qui est en 3 piliers. Un premier pilier qui est à partir de l'intelligence artificielle, qui fait donc ce qu'on appelle le Shazam du pneu. C'est vous prenez une photo avec votre appareil photo, votre smartphone, pardon, et on va reconnaître le produit et on va reconnaître son niveau d'usure. Un deuxième pilier qu'on appelle le Doctolib, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connecte tous les professionnels de la prévente automobile de manière à ce que vous puissiez prendre rendez-vous de manière simple sur une seule et même plateforme. Et la troisième chose, c'est tout ce qui est préventif et prédictif. C'est qu'à partir de la data qu'on va avoir, c'est être capable de vous dire en avance quand est-ce que vous allez devoir changer. Et tout simplement, pour tout ce qui est flotte, évidemment, c'est en termes de budget, en termes de prévention, c'est évidemment extrêmement intéressant pour eux. Qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on a créé ce projet? On a été sélectionné donc, dans le plus gros accélérateur de mobilité d'Europe qui s'appelle le MoveLab, qui est à Station F. Il y avait 113 startups qui avaient posé leur dossier. On est arrivé deuxième. On a fait une première… Ouais. On est à 4 minutes? Wow, oui. putain, ça va vite. Donc, on a fait une première levée de fonds de 800, un peu plus de 800 000 euros. En fait, on veut la closer à 1 million. Donc, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Et on a commencé à recruter une équipe. Notre target étant d'avoir une petite dizaine de personnes. Et on en est à 6. Juste pour vous donner l'univers sur lequel on travaille. Donc, on travaille sur l'univers des flottes. Donc, tout ce qui est leaser aujourd'hui, gestionnaire de flotte, prestataire. On peut travailler avec tous les professionnels, donc les sites internet et autres. On est en contact avec l'assurance. On est en contact avec tous les réseaux de concessionnaires. On est en contact avec les constructeurs automobiles. On est en contact avec les gens qui font de la cotation de véhicules type Aramis Auto. Et puis tous les clubs automobiles. Donc voilà, à partir sur ces briques que je vous ai présentées, on a déjà l'univers sur lequel on travaille. Ok. Merci Jean-Denis. On va passer à la séance de questions-réponses qui est animée par François Kersuzan. Juste avant de basculer, est-ce que Jean-Denis, tu avais eu le temps de terminer tout ce que tu voulais présenter ou pas? Non, mais je crois que je vous avais mis en 2 mots la concurrence, le TAM et autres parts de marché, un business plan, avec qui on bosse. Mais c'est pas, voilà, je pense que c'est peut-être des questions qu'on verra, donc c'est pas grave. On va peut-être très dans la question. Après, il y avait un point, et je parle sous le contrôle de François et Grégory, c'était de se dire, est-ce que Jean-Denis, il y a une question, il y a un point sur lequel tu aimerais qu'on discute en particulier, tu vois, sur le stade d'avancement, tu parlais de la levée de fonds. Enfin, est-ce que tu as une question à l'issue de ce pitch dont tu voudrais qu'on parle? Alors, moi, je ne l'avais pas compris comme ça. Je ne te cache pas, François, je pensais qu'en fait, on pitchait pour des investisseurs. Donc, je n'avais pas de questions spécifiques, je dirais, préparées. Non, je n'ai pas de questions spécifiques à poser à la communauté. Non, c'était pas obligatoire. Hein, c'était juste ouvert. OK. Merci pour la présentation. Du coup, moi, je reprends la slide business plan. Aujourd'hui, concrètement, vous en êtes où? Est-ce que vous… Voilà, je vois 2022, là, on parle d'un premier chiffre d'affaires à 66 000 euros. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez commencé à attaquer, à réaliser? Comment ça se passe aujourd'hui? Concrètement, vous êtes où? Donc, concrètement, on a commencé le développement du service en septembre. On a sorti notre première application fonctionnelle fin janvier en bêta test. Et aujourd'hui, même, on a un premier gestionnaire de flotte qui a 60 000 utilisateurs en compte, qui nous a dit qu'il partait avec nous. Donc, le point, c'est qu'il faut les intégrer, ces gens, et puisqu'on est en marque blanche. Donc, c'est pour ça qu'on a été extrêmement précautionneux sur le chiffre d'affaires et qu'on a considéré que globalement, on ferait du chiffre d'affaires que sur le dernier trimestre de l'année. C'est-à-dire qu'on a démarré la prospection depuis septembre à peu près, et comme on est en B2B,
On rentre maintenant dans les derniers rounds de négociations, on va dire, puisqu'on travaille avec vous avez vu les noms, mais des gens comme ALD, typiquement, il faut 5, 6, 7 rendez-vous pour qu'on arrive à peu près à un accord. Ok, Est-ce et que ça j'avais répond à ta question, François? Ouais, complètement. Et en fait, j'avais une deuxième question, et du coup, peut-être que c'est moi qui me trompe ou je connais pas assez bien les marques. Est-ce qu'il y a une volonté du coup d'accélérer après sur tout ce qui va être flotte de poids lourds? Oui. Parce que là, ça représente quand même un marché juste monstrueux pour vous, je pense. Alors, en fait, non. Je sais pas si tu l'as mis dans les slides, mais… Non, en fait, mais c'est une excellente question. C'est-à-dire qu'on est parti sur la partie justement automobile, tourisme, ce qu'on appelle véhicule de tourisme, parce que le besoin est beaucoup plus important sur toutes les flottes de tourisme, sachant que pour la partie des poids lourds, en fait, il y a déjà tout un suivi qui est fait par les prestataires. Et qu'aujourd'hui, il faut que, leur besoin est un peu moins important que sur la partie tourisme. Et le marché du véhicule de tourisme est beaucoup plus important en fait que le marché du poids lourd. Juste pour donner un ordre d'idée, par exemple, en France, il y a un parc de 38 millions de véhicules de tourisme quand il y a 1 million de poids lourds. Donc, les ratios ne sont pas tout à fait les mêmes. Ok. Ok. Est-ce que Grégory ou Oui, François… alors, moi, nous avons avec nous le plaisir d'avoir Stéphane Rocker qui fait partie du pool investisseur. Stéphane, est-ce que tu as des questions à poser à Jean-Denis? Oui, alors, je pense que la présentation a été un peu chantée. Peut-être que les questions que je vais poser sont prises un peu plus tard. Moi, quand j'écoute le projet, je ne vois pas intrinsèquement deux points qui me sont assez chers, qui sont la proposition de valeur, c'est-à-dire à qui on s'adresse et en quoi on répond précisément aux priorités des gens à qui on s'adresse. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est le modèle économique, en fait. Alors là, je vois justement le slide à l'écran. Pour moi, ce n'est pas un modèle économique. Là. On décrit en fait des usages possibles, mais je n'ai pas compris en fait en quoi ça va être pertinent et qu'est-ce qui va faire que les différents axes que tu prévois en fait vont pouvoir être déployés. C'est en lien aussi avec la roadmap en fait market et product, hein. C'est-à-dire qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui? Est-ce que finalement vous allez un peu à 180 degrés tout azimut, ou est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est plus significatif dans la proposition de valeur et dans le modèle économique pour que le projet en fait il puisse décoller? Je pense que l'objectif au départ, c'est de faire décoller le projet, hein, avant d'asseoir sur des marchés à plusieurs milliards. Et donc ça, j'aimerais comprendre en fait, si c'est possible, c'est quel est l'élément le plus critique en termes de proposition de valeur, de modèle économique, et auprès de quel acteur? Ok, très bien. Alors, c'est vrai que du coup, comme c'est un pitch extrêmement court, on n'a pas tout dit, évidemment. Donc, on a choisi dès le départ de partir sur un modèle B2B. Ça, on le voit ici, mais en fait, on est en B2B to C. Pour une bonne et simple raison, c'est que avec la plupart des clients qu'on voit ici, on peut avoir un SLA donc, en termes de temps de réponse qui soit légèrement supérieur à ce que la machine nous donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit entraîner d'abord l'IA pour pouvoir être capable de faire de l'instantané. Et aujourd'hui, en B2B, et particulièrement sur tout ce qui est flotte, on peut avoir un peu de temps d'analyse et de correction du modèle. Ça, c'est pour répondre à quel type de clientèle. Sur la partie de la proposition de valeur, et je vais prendre l'exemple sur tout ce qui est flotte. Aujourd'hui, je reviens juste en 2 mots sur notre solution. Si je regarde les flottes, leur partie coût, elle est drivée principalement par 3 choses. Évidemment, la consommation de pneumatiques. Donc, plus on va être capable d'allonger la durée de vie, et plus ils vont faire des savings. 2, la partie de ce qu'on appelle le steering, c'est-à-dire de les amener vers les prestataires de services qui sont les plus intéressants pour eux. Et ils ont un énorme levier en fait de savings par rapport à ça. Donc, c'est le brique Doctolib.
Et 3, j'en ai perdu mon latin, on a le steering, l'augmentation de la durée de vie des produits et évidemment tout ce qui est coûts qui sont liés au centre d'appel et aux interventions humaines. C'est-à-dire qu'ici, comme on a digitalisé tout le processus, on leur permet d'économiser beaucoup de temps en fait, de process. Et all-in, ça leur permet de gagner et de faire des savings sur cette partie-là. Pour revenir sur ta question, Stéphane, sur le business model, donc comment ça fonctionne, en fait, c'est en fonction, et là je reviens sur ce slide, en fonction du produit que l'on a, on a des modes de paiement qui sont différents. Sur les flottes, c'est un paiement qui est fait au user, au mois, par véhicule. Donc, typiquement, on est à 2 € par mois par véhicule, soit 24 € par an. Sur un moteur de recherche, on est au coût par clic. Sur une assurance, il va y avoir du lead vers des prestataires. Sur du diagnostic atelier, c'est de la licence annuelle. Sur le service connecté pour tous les clubs, etc., c'est comme un coût par utilisateur. Donc, on a 2 à 3 modèles différents et on les a testés avec tous ces clients. Et aujourd'hui, on a une bonne définition du niveau de prix et de ce à quoi ils sont prêts à payer. Très bien, merci. Peut-être une question complémentaire ou une remarque. Je m'étais posé la question en t'écoutant, est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux de décrire pour le ou les cas typiques une sorte de parcours client pour qu'on comprenne bien en fait comment ça se passe dans la réalité, le lien entre l'action physique, l'action digitale et le modèle économique. Je pense que ça gagnerait, enfin pour moi, ça aurait été peut-être plus simple parce que là, je vois les noms, hein, donc je vois que c'est sérieux, mais je ne vois pas forcément comment ça se déploie dans la pratique et ça me laisse une sorte de doute en fait sur la force de la proposition de valeur. Et c'est pour ça que peut-être, tu vois, ça aurait gagné en décrivant en fait un parcours. Petit storytelling, ouais. Il nous reste une minute. Il nous reste une minute. Bon, si tu veux, Stéphane, en gros, je ne sais pas si tu vois ici mon écran, mais globalement, dans la présentation qu'on fait généralement quand on a un peu plus de temps, on explique exactement comment ça marche. C'est-à-dire qu'on a le onboarding, les types de photos, les résultats que ça donne, etc. Comment est-ce que je prends mon rendez-vous, quelles sont les notifications qu'on envoie, etc. Donc, en fait, ici, c'est vrai que comme c'est en 5 minutes, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas le temps de dire. Mais toute l'histoire, on la raconte la plupart du temps aux investisseurs ou aux clients en l'occurrence. Très bien, merci. Grégory, juste pour peut-être dire aussi un mot, merci Jean-Denis, puis c'est jamais évident de passer en premier. L'histoire des 5 minutes, c'est un peu nous qui l'avons définie de façon arbitraire, parce qu'on voulait faire passer 5 projets et ensuite on voulait échanger. Donc peut-être que c'est nous qui sommes un peu courts et ça, on s'ajustera. Je pense que c'est clair que tu avais prévenu un contenu qui était peut-être un peu trop important par rapport au temps qu'on avait. Donc, moi, je voudrais juste dire, je vois quand même des projets de temps en temps. Je trouve que vous avez un business model qui est hyper intéressant avec un modèle B2B, une équipe qui est hyper légitime, notamment ton profil sur lequel tu n'as pas trop appuyé, mais qui est extrêmement légitime dans ce secteur. Où je rejoins Stéphane, c'est d'expliquer le modèle économique dès le début en disant voilà comment on va gagner des thunes dans tel point. Je pense que ça fait partie des points qui sont les points les plus structurants. Et dernier point, quand je te disais la question, c'est de dire, on le voit après dans les slides que toi, tu nous avais transmis et qu'on transmettra peut-être après aux participants, mais c'est de se dire, vous avez déjà fait un bout de la levée de fonds, vous voulez encore lever 200K, pour quelle utilité, quel timing, tu vois, de donner un peu la visibilité sur les prochaines étapes, parce qu'en fait, quelque part, là, on a 25 personnes, il y a potentiellement une trentaine de personnes. Comment on peut t'aider, tu vois, sur le coup d'après? Donc, je ne sais pas si on avait convenu, Greg, si on transmettait les planches après et si on peut reprendre après contact avec Jean-Denis, mais c'est de se dire, moi, j'ai trouvé que c'était super ta présentation, mais effectivement, c'est un peu frustrant que tu n'aies pas tout présenté, mais c'est de se dire comment on peut aider, contribuer sur le truc. Je trouve que le projet est vraiment intéressant. L'idée, c'est de favoriser une prise de contact et on peut évidemment, si c'est autorisé, transmettre les pitchs aux investisseurs et puis libre à chacun de poursuivre les échanges. Tout à fait. Donc, pour reprendre ton point, François, aujourd'hui, au moment où je l'ai envoyé, c'était 170. Aujourd'hui, il reste 100K, un peu moins de 100K à closer. Et voilà, notre objectif, il est de le closer au plus tard au 31 mars.
Super, bravo, Voilà. merci. Et en Ok, effet, la bah, présentation est beaucoup plus importante, mais je note cette partie modèle économique. C'est vrai qu'en règle générale, c'est vrai que les investisseurs avec qui on parle sont plutôt, on a plutôt une demi-heure ou 1 heure pour présenter les choses. Donc, voilà. Bravo en tout cas. Merci. Bravo. on, on enchaîne avec le second projet, c'est Ariel Le Bourdonnais qui est Maxence Tétard. Non, c'est Clément Chaudet, pardon. Alors, attendez. Pas de souci. Attendez. C'est Clément Chaudet, effectivement, qui est 2012. Il va nous parler de tiers-lieux innovants. Clément, tu peux prendre la main. Ok. Moi, je vais le faire sans le pitch deck. Pour ceux que ça intéresse, je pourrais évidemment l'envoyer à la suite de la présentation. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des lieux qui permettent aux particuliers et aux entreprises de télétravailler quelques jours à la campagne dans un cadre chaleureux. Donc, pour comprendre un peu comment on en est venu là, il faut que je revienne rapidement sur mon parcours. Moi, j'ai commencé en finance d'entreprise chez Siemens. Ensuite, j'ai enchaîné les expériences en start-up et notamment 6 mois où je suis devenu un digital nomade et où du coup, je passais d'un pays à l'autre où je pouvais télétravailler un petit peu partout. Et là, je me suis dit qu'il manquait des lieux pour les profils comme les miens qui se développent énormément, plus 10% de personnes de freelance en France ces 10 dernières années chaque année. Et le Covid est passé par là et je me suis dit, en fait, il me manque une offre qui est beaucoup plus importante que simplement pour les digital nomades. Il manque une offre adaptée à tous ceux qui souhaitent télétravailler à la campagne. En parallèle de ça, il y a des universitaires qui ont constaté les dégâts, mais en tout cas les limites du télétravail en entreprise, notamment à FCERN, qui montre que ça peut provoquer une perte de créativité, d'apprentissage, de bien-être de la part des collaborateurs. Donc, j'ai commencé à échanger avec des proches. Ensuite, j'ai structuré une étude de marché. Et il en est ressorti une offre structurée autour de 3 piliers. Le premier, c'est évidemment l'adaptabilité au télétravail. Donc, l'idée, ce n'est pas juste d'avoir la fibre, c'est d'avoir vraiment des fauteuils de bureau, etc., des écrans, bref, du bon équipement pour télétravailler convenablement. De la nourriture, pareil, hyper adaptée au travail, donc un peu un mode de cogent pour les Parisiens, donc de la restauration légère le midi. Donc ça, c'est le premier pilier, l'adaptabilité au télétravail. Le second, la convivialité. Donc l'idée, c'est de faire aussi en sorte que ce soit un lieu d'échange, notamment pour répondre aux problématiques du télétravail dont on vient de parler. Et le troisième pilier, c'est la proximité avec la nature. Donc ça passe par une architecture qu'on appelle biophilique, donc grosso modo attachée à la nature. Et évidemment, l'idée, c'est également de limiter au maximum l'empreinte carbone. Donc ça s'adresse à qui? Ça s'adresse pour les particuliers aux DINC, donc c'est les Double Income No Kids urbains, CSP+, qui veulent se faire un petit plaisir de quelques jours à la campagne, télétravailler, et aussi aux entreprises pour 3 usages. Un, les séminaires traditionnels, les perks pour les équipes un peu splittées partout en France, et en off-site pour les équipes splittées un petit peu partout en France, et en perks pour les startups qui veulent profiter de cette solution pour proposer un avantage en nature permettant de contribuer à la rétention de leurs salariés. Aujourd'hui, ce qui permet, je saute les étapes, ce qui permet à ce concept d'être intéressant, c'est qu'il est plus rentable qu'un hôtel. Pourquoi? Parce qu'on a moins de personnel du fait de proposer une offre, on va dire, plus chaleureuse et du coup moins demandeuse en personnel qu'un hôtel traditionnel. Aujourd'hui, j'en suis où? Il y a un investisseur qui me suit sur la partie immobilière à hauteur de 500 000 euros. Donc, grosso modo, sur la partie immobilière, j'ai plus besoin de cash. Sur la partie exploitation, je cherche 150. Ces 150, ils sont destinés à financer l'achat de mobilier, d'équipements, décoration et évidemment l'acquisition client. Sur ces 150, j'ai 100 pour une valeur d'1,2 million. Et la clôture sera dépendante du premier lieu qui sera trouvé, sachant qu'il y a un premier lieu qui nous est passé sous le nez la semaine dernière. Voilà. Les premiers lieux que je cible sont des lieux qui sont situés à moins de 2 heures de Paris, de 15 à 30 chambres, dans des environnements évidemment à la campagne, avec un minimum de nuisances sonores. 1 minute, Clément. Voilà. En ce qui concerne les critères autres que ceux de positionnement, etc., sur les lieux en question,
Le critère fondamental, c'est celui de faire en sorte que les lieux puissent être rentables à partir de 50% de taux d'occupation, ce qui est extrêmement faible, la moyenne nationale étant de 70% sur les hôtels 4 étoiles qui sont notre benchmark. En ce qui concerne le positionnement prix, on est sur du 99 € pour le B2C et à 126 € TTC pour le B2B. Ça, c'est le tarif par nuit. Si déjà inclus, je pourrais vous donner plus d'éléments sur les tarifs. Et je pourrais aussi, suite à vos questions, expliquer potentiellement pourquoi il est, à mon avis, nécessaire de s'adresser aux particuliers et aux entreprises. Voilà, c'est tout pour moi. Est-ce que tu avais des questions pour nos investisseurs ou nos publics? Est-ce que ça vous intéresse? Non, j'ai pas de questions sinon. Alors, j'ai une question qui me vient là parce que en écoutant attentivement, au début, j'étais sur des tiers-lieux, des espaces un peu coworking. Ensuite, on bascule, il y a des chambres, il y a des petits déjeuners, mais il y a moins de personnel que dans un hôtel pour éviter de faire trop de frais. Et là, du coup, j'étais un petit peu perdu en fait sur l'entretien du lieu, les chambres, le petit-déj, parce que ça nécessite quand même un certain personnel que du coup, vous envisagez de ne pas prendre. Ouais, je suis content qu'on commence par cette question. Là, je redis, vraiment la baseline de la société, c'est la Pagnate développe des lieux chaleureux permettant aux particuliers et aux entreprises de télétravailler quelques jours à la campagne. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accueillir plusieurs jours, soit des équipes, soit des particuliers à la campagne. Sur le personnel, en fait, en ce qui concerne notamment les repas, l'idée, c'est d'avoir non pas un restaurant comme peut avoir un hôtel-restaurant traditionnel, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus familial. Donc, en termes d'effectifs, ça nécessite moins de personnes. Pour rentrer encore plus dans le détail, l'idée, c'est d'avoir un chef et un commis pour des lieux jusqu'à 20 chambres, mais je ne vais pas rentrer dans les détails dans ce détail-là, mais grosso modo, l'idée, c'est d'avoir au niveau du déjeuner un espèce de buffet froid hyper simple, hyper facile à préparer. Et le soir, d'avoir 2 plats, donc un veggie et un non veggie, servis directement à la même heure pour tout le monde. Donc, ce n'est pas un restaurant, si vous voulez. Et donc, ça, c'est typiquement le genre de choses qui nous permettent de limiter le nombre de personnel en cuisine et du coup, d'augmenter notre rentabilité. Ok. Ok pour moi. Est-ce que Grégory ou François ou Stéphane, vous avez des questions? Grégory, on ne t'entend pas. Moi, merci Clément. Plusieurs trucs. Je trouve que c'est intéressant d'entendre ton pitch. Je trouve que c'est quand même pas mal quand on a quelques planches sous les yeux, peut-être pas autant que Jean-Denis, parce qu'il n'avait pas pu tout présenter, mais quand tu as 3-4 planches, ça permet éventuellement de voir ce dont tu parles. Donc ça c'est à toi de voir. Moi, en tant qu'investisseur, ce que je me dis, c'est que c'est assez consommateur de CAPEX, d'investissement, parce que du coup, tu vas avoir un modèle hybride où il faut que tu trouves des propriétaires et ensuite, il faut que tu fasses l'exploitation. Donc, en fait, tu te rapproches d'un business qui est un peu d'un business hôtelier. Et il est vrai que dans ces business models, le taux de remplissage va souvent, le taux d'occupation va souvent être le point qui va déterminer la rentabilité du business, que ce soit dans les EHPAD ou dans les hôtels. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'en as pas trop parlé en se disant comment est-ce que tu peux remplir suffisamment tes champs ou tes sites pour que ton business il soit rentable, parce que la complexité, c'est quand même pas mal les remplir. Et est-ce que là-dessus, tu as un peu réfléchi sur comment est-ce que tu gères tes remplissages avec des différences de population entre le week-end, la semaine, les saisons, les timings, puisque du coup, si tu as des gens qui viennent que 3-4 jours, ça peut vite être assez complexe en remplissage. Alors, sur la partie CAPEX, c'est un souci que j'ai la chance de ne plus avoir parce que j'ai un investisseur qui m'a donné grosso modo carte blanche, tant qu'il y a certains critères qu'on a établis ensemble qui sont
respecté. Donc, c'est quelqu'un qui a une surface financière importante et qui m'a dit go, qui croit beaucoup au projet. Donc là-dessus, pour moi, ça c'est un peu derrière moi. Sur la société d'exploitation, j'ai vraiment besoin de beaucoup moins de cash. En ce qui concerne le taux d'occupation, donc j'ai dit que un des critères déterminants pour le choix des lieux, c'était que les lieux puissent être rentables dès 50% de taux d'occupation. La moyenne nationale, elle est de 70%. Il y a 7% du chiffre d'affaires qui est dédié à l'acquisition client. Donc après, si on prend la stratégie d'acquisition client, il y a du offline et du online. Dans le offline, l'idée, c'est de faire en sorte que les house managers soient aussi sales directement pour démarcher. Il y a aussi un réseau de prescripteurs que j'ai déjà commencé à travailler. Par exemple, Fly the Nest, François, que tu dois peut-être connaître à Nantes. Je suis en contact avec les boss du coup de Fly the Nest Nantes, mais également avec d'autres gros prescripteurs comme ça, qui, eux, pour ceux qui ne connaissent pas, est une société de conseil qui accompagne les scale-up et qui organise systématiquement un séminaire de kick-off et un séminaire de fin de séminaire. Ils ont 2 séminaires par client, donc ça fait partie des apporteurs d'affaires importants. Donc ça, c'est pour la partie offline. Pour la partie online, c'est LinkedIn, Instagram. Et là, je suis bien accompagné par des experts. Moi, ce n'est pas mon métier, mais il y a des bons qui m'accompagnent. Après, pour rentrer encore plus dans le détail, l'idée sur le B2C, c'est de packager des offres. Donc, par exemple, des offres yoga / télétravail, une semaine yoga / télétravail, une semaine vélo / télétravail, de temps en temps pour pouvoir faire appel à des communautés fortes, potentiellement en faisant venir une Instagrammeuse yoga hyper connue qui va du coup de facto remplir assez facilement le lieu. Et après, j'ai pas mal de remontées à la fois d'entreprises bien sûr, mais aussi de particuliers, de coachs en entreprise, etc., qui manifestent de l'intérêt pour ce genre d'offres. J'avais une réflexion, mais tu as partiellement répondu à ma question. Quand je t'écoutais, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a une idée de communauté à créer, à faire croître et ça semble être le cas. Et je me posais la question, alors deux questions en fait. La première, c'est comment tu vas pérenniser l'avantage d'une communauté à créer et comment tu vas défendre en fait le fait que tu as un avantage particulier. Et la deuxième question, c'était lié en fait à ce que disait François au CAPEX, c'est-à-dire comment tu comptes rendre possible la scalabilité en fait de ton modèle économique. Parce que 500 000 € une fois, c'est pas forcément 500 000 10 ou 20 fois. C'est un peu ça. Et pour compléter ce que dit Stéphane et compléter ma question aussi, Clément, pour que tu puisses l'ajuster, c'est que vu de l'extérieur, je ne sais pas combien tu as prévu de chambres et tout, mais 500 000 € pour le foncier et 150 000 de CAPEX d'aménagement, si tu veux mettre des postes de travail de bon niveau, etc., ça ne paraît pas énorme en réalité. Pardon, mais avec 500 000, en fait, on achète 2,5 millions, voire 3 millions. Là, c'est d'equity, d'accord, ok, c'est hors dette. Okay, moi, je parle uniquement d'equity. Et idem pour la société d'exploitation. Sur les 150 000, ça me permet d'aller chercher de la dette d'exploitation. J'ai déjà des échanges avec des banquiers, tout ça est déjà, je n'irai pas derrière moi, hein, je n'ai pas le tampon des banquiers, mais c'est un travail que j'ai déjà fait. Et sur la partie de mon investisseur, lui, pour le coup, c'est sa popote. Donc, au début, je voulais prendre le lead sur la partie dette. Le fait est qu'il investit toutes les semaines dans des maisons et des hôtels partout en France et que du coup, il m'a dit qu'il prenait la main intégralement sur le foncier. Lui, son point, c'est d'en monter un maximum. Donc là, l'objectif pour 2022, c'est d'en lancer 3. Lui m'a déjà donné son accord de principe pour les 3. Pour info, ça a été le premier investisseur de Colonize, pour ceux qui connaissent Colonize, qui a levé 150 millions là, il y a 2 ans, donc, et qui est spécialisé dans il a aussi investi dans une société qui est spécialisée pour les lieux pour les EVG. Voilà. Bref, c'est quelqu'un qui investit énormément dans l'immobilier innovant, pour faire simple. Et du coup, sur les 10 premiers lieux, je suis à peu près serein. Et après, l'objectif, et le BP le montre, c'est que le cash généré par les 10 premiers établissements sera suffisant pour investir en propre. L'autre chose, c'est que c'est un business qui va assez vite en termes de chiffre d'affaires.
j'ai des amis évidemment qui me questionnaient sur cette notion de scalability et je leur répondais qu'en fait, avec 3 lieux, moi, je suis déjà à 3 millions de chiffre d'affaires, si vous voulez. Donc là, potentiellement, dans 2 ans, je suis à 3 millions de chiffre d'affaires. Donc, même pour une SaaS, c'est quand même relativement rapide, quoi. Il nous reste 1 minute. Bon. S'il y a d'autres investisseurs qui veulent se manifester, hormis Stéphane, ils sont là. Je pense que c'est bien de faire un retour à Clément. Quand tu dis investisseur ou même participant au sens large, que du coup ton projet est bien présenté, c'est assez clair. Et du coup, ce que je comprends, c'est que tu as une finalisation d'un tour de table. Donc, pour rebondir sur ce qu'on se disait avec Jean-Denis, je ne sais pas si Grégory, on enverra les pitchs à tous ceux qui ont participé ou est-ce que vous voulez que chacun revienne vers vous pour avoir des relations individuelles. Mais c'est vrai que quand vous avez des tours de table à finaliser, comme c'est le cas des 2 projets qui viennent d'être présentés, bon, ça peut être intéressant de voir s'il y a des gens que ça peut intéresser. C'est des montants qui peuvent se lever là, comme ça sur des biens. Ok, cool. Merci Clément. Bravo. Merci. Eh bien, Benjamin, promo 2013, tu as la main. Ouais, je vais vous partager ma presse. Hop. Super, donc Benjamin Simon, enchanté. Donc moi, je suis le cofondateur de la société Uni Food and Beverage. Donc Uni Food and Beverage, ce sont 2 marques, la marque Uni et la marque Réel. Et en fait, nous, on propose des boissons fonctionnelles à base de super aliments made in France. Un peu de contexte sur mon parcours et celui de mon cousin et de mon associé Stéphane Marchand. Donc moi, j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience maintenant dans l'univers de la grande distribution et dans le développement de marques en France et en Europe. J'ai notamment développé pendant 5 ans une marque américaine cotée au Nasdaq, d'ailleurs depuis 6 mois tout récent, qui est le leader mondial des boissons à base d'eau de coco. Donc, sa société s'appelle Vita Coco. Donc, j'étais le premier employé en France où on est arrivé à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la période. Et donc, Stéphane Marchand, lui, il a un peu plus de 15 ans d'expérience dans l'univers de la gestion de multinationales. Il a notamment travaillé au Moyen-Orient et en Asie en accompagnement des marques dans leur stratégie marketing. Donc, notre objectif, en fait, avec Stéphane, c'est de devenir le leader français des boissons fonctionnelles aux super aliments. Alors, qu'est-ce qu'une boisson fonctionnelle? C'est une boisson qui va vous apporter quelque chose au quotidien. L'idée, plutôt que de consommer un jus de pomme classique, nous, on va travailler un jus de pomme enrichi avec des vitamines et des minéraux, par exemple, qui va vous accompagner au quotidien, qui va avoir une réelle fonctionnalité sur vos performances au quotidien. Et ça, on le travaille par ce qu'on appelle les super aliments. Donc, les super aliments, c'est des ingrédients qui ont un ou plusieurs bienfaits prouvés pour la santé. J'expliquais un petit peu dans le détail de nos gammes à quoi ça correspond. Donc, je vous disais en introduction, on a 2 marques. La marque Uni, qui est sur votre gauche. Donc, ce sont des boissons à base de thé infusé et de super aliments tels que l'aloe vera, le yuzu, le gingembre, le ginseng, la goji. Donc, ce sont vraiment des super aliments qui sont très antioxydants, qui sont détoxifiants. C'est une gamme qui est 100% biologique et fabriquée en France, 100% naturelle. Il n'y a pas de cochonnerie, pas d'additifs. On s'adresse à des gens qui veulent consommer plus sainement et boire des boissons moins sucrées que ce qu'on peut trouver sur le marché. Et à droite, donc ça, c'est notre nouvelle marque qu'on a lancée au mois de juin de l'année dernière. C'est la marque Réel. Réel, ce sont des super jus français qu'on enrichit en vitamines, en minéraux et en collagène marin. Donc, sur cette gamme-là, on a une fonctionnalité qui est l'anti-âge. On est les seuls aujourd'hui en France à travailler ce type de boisson. Faut savoir que le marché de l'anti-âge, c'est un marché qui pèse plusieurs milliards d'euros aujourd'hui, mais qu'on trouve principalement sous forme de compléments alimentaires. Donc, il n'y a rien de très fun à consommer des cachets ou des gélules au quotidien. Donc, nous, l'idée, c'était de travailler sous forme de boissons et de jus agréables à boire. Et en complément sur cette gamme-là, c'est une gamme qui est 100% française. C'est-à-dire que tous les jus et tous les ingrédients que compose cette gamme sont français. Et ces 2 gammes-là sont distribuées dans l'univers des jus de fruits frais.
Donc, à côté de petites marques hein, comme Coca-Cola Innocent ou Tropicana Pepsi. Pour vous compreniez aujourd'hui nos partenaires, en fait, donc nous, on s'occupe de toute la partie conception des recettes, achat de matières premières, etc. Ensuite, on envoie notre cahier des charges à nos 2 usines partenaires, donc le groupe LSDH, qui est un des leaders français du co-packing aujourd'hui, et la société Hermes Boissons. Donc, la société LSDH va nous produire nos boissons unies et la société Hermes va nous produire nos boissons réelles. Une fois que ces sociétés-là ont produit nos boissons, on envoie nos palettes produites chez notre logisticien qui s'appelle les laiteries Tribala Riant. Donc, vous avez peut-être déjà consommé leur yaourt, d'ailleurs. C'est une laiterie familiale centenaire. Et ensuite, on va livrer chez nos différents clients. Un petit peu de contenu sur notre chiffre d'affaires. Donc, on a lancé l'activité en 2018. Donc, l'année dernière, on a clôturé avec un peu plus de 380 000 € de chiffre d'affaires avec une belle croissance par rapport à 2020. Aujourd'hui, à fin 2021, on avait un petit peu plus de 1200 points de vente qui distribuaient nos produits en France et au Luxembourg. Il faut savoir que notre force aujourd'hui à nous, c'est qu'on est référencé dans la quasi-totalité des enseignes de la grande distribution française. Donc, vous les connaissez, hein, Auchan, Système U, Carrefour, Intermarché, etc. Donc ça, c'est notre vrai point fort à nous aujourd'hui. C'est une vraie barrière à l'entrée. Et de par notre réseau et de par notre expérience, on a réussi à se faire référencer rapidement dans ces enseignes. 1 minute. Oui, parfait. Je conclue là-dessus. Donc aujourd'hui, nous, on cherche 500 000 € en plafond, c'est-à-dire qu'on ne souhaite pas aller au-dessus pour ne pas trop se diluer. On a déjà sécurisé 305 000 € par l'intermédiaire d'une campagne de crowdfunding par une société qui s'appelle Tudigo. Donc aujourd'hui, cet argent, à quoi il va nous servir? Il va nous servir à recruter, puisqu'aujourd'hui, dans cet univers-là, il faut savoir que 50% de la distribution française est indépendante. Donc, il vous faut de la force commerciale pour aller voir vos magasins, parler de vos produits et vendre vos produits aux enseignes, même si on est déjà référencé. Cet argent-là va nous servir à innover. C'est un secteur qui bouge beaucoup. Donc, nous, on souhaite, un des piliers de notre stratégie, c'est d'innover constamment, toujours sur des produits plus simples, plus naturels, plus locaux. Toute la partie marketing communication qui est un point crucial aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, nous, on a atteint plus de 380 000 € de chiffre d'affaires par nos seuls moyens. On n'avait pas d'argent, si vous voulez, pour se lancer, si ce n'est nos fonds propres. Donc, tout ce qui va être parution presse, campagne d'affichage, outils de trade marketing, etc. Et ensuite, on souhaite développer également un site de vente en ligne. Voilà. Avec plaisir, si vous avez des questions. Merci pour la présentation. Alors, j'introduis, alors c'était très clair. J'introduis la discussion avec une première question. Vous avez lancé en 2018. Vous étiez les premiers à vous lancer dans les boissons au collagène. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un brevet déposé, quelque chose? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vos concurrents, il n'y a pas de concurrents qui se soient lancés sur le marché? Oui, alors c'est une très bonne question. En fait, dans l'univers de l'agroalimentaire de manière générale, on ne peut pas déposer de brevet en fait sur les recettes. C'est-à-dire que demain, moi, si je veux faire un jus d'orange quelconque avec des vitamines, je peux le faire. La difficulté, les barrières à l'entrée aujourd'hui, c'est que si demain vous voulez retrouver nos goûts avec nos fonctionnalités, c'est quasiment impossible, ou alors ça va vous prendre des années. Nous, c'est plus de 2 ans de recherche et développement sur ces gammes-là pour arriver au… Oui, c'est ce que j'attendais. Ouais, le temps que vous avez mis en R&D pour arriver là, quoi. Ouais, c'est très, très long. C'est très, très long. Donc, c'est une vraie barrière à l'entrée pour développer ce type de recette. Et l'autre point, c'est toute la partie sourcing aussi. Puisqu'aujourd'hui, typiquement la gamme réelle, on travaille sur des ingrédients 100% français. Il y a une start-up aujourd'hui qui fait du collagène marin français et il faut l'identifier, il faut la connaître notamment. Et du coup, vous avez déjà identifié une valorisation potentielle à la revente? Alors en fait, nous, la société, on l'a valorisée à 1,6 million. Alors, si je peux te partager un slide là, qui va parler à tout le monde du coup. Hop. Donc voilà sur quoi on table, avec un potentiel de rendement à x7 à 2026. Sympa.
Bah, pour moi c'était clair. Hein. Moi, j'avais juste une question additionnelle qui était relative à la formulation, Benjamin. En fait, je voulais Oui. comprendre, en fait, s'il n'y a pas des protections, en fait, quelles sont les garanties que vous avez sur les valeurs nutritionnelles ou les apports que vous avez? Est-ce que vous avez pris des sociétés tiers de confiance qui valident un peu tout ça dans cet environnement où c'est vrai que quand il y a un tiers qui valide, ça renforce la force du… Exactement. Ouais, tout à fait. Alors nous, on n'a aucune compétence en développement de produits, en chimie, ce genre de choses. Notre métier, c'est plutôt le marketing, communication et le développement commercial. Donc en fait, on a 2 partenaires aujourd'hui, enfin même 3. D'abord, on a un laboratoire indépendant. Ce laboratoire indépendant, on a un contrat avec lui, un contrat d'exclusivité. Et lui, il nous développe les recettes, il va nous établir les valeurs nutritionnelles, les pourcentages d'apport journalier sur certaines vitamines, etc. Donc, on a un réel cahier des charges. Ensuite, ce cahier des charges-là, on va le transférer à nos usines avec lesquelles on a un contrat également, et notamment un accord de confidentialité sur les recettes qu'on développe. Et ces usines-là vont redévelopper également les produits que le laboratoire a déjà développés pour savoir s'ils trouvent les mêmes valeurs. Donc, à chaque fois, bon, ça peut être des microgrammes près, mais heureusement, on tombe sur les mêmes valeurs. Donc, en fait, on a un double check à ce niveau-là sur le développement de produits, en fait. Ok, très clair. S'il y a d'autres questions. J'avais une question de curiosité. Alors la présentation était claire. Quelle est la typologie en fait de votre clientèle actuelle, le personnel, le profil en fait? C'est qui les gens qui achètent vos produits? Alors, nous, en fait, nos produits sont distribués dans l'univers des jus de fruits frais. Donc, typiquement, on s'adresse à tous les gens qui vont aller consommer des produits dans l'univers des jus de fruits frais. Donc, ce qui est très, très large. Alors, je ne sais pas si vous, typiquement, Stéphane, vous allez acheter des jus dans l'univers des jus de fruits frais. Donc, typiquement, alors, sur la gamme Unity, on s'adresse plutôt à des gens qui veulent consommer des produits moins sucrés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un jus de fruits traditionnel, c'est autour de 10 grammes de sucre pour 100 millilitres. Sur la gamme de boissons à base de thé infusé, on est autour de 3,5 grammes de sucre pour 100 millilitres. Et c'est du miel de fleur, en fait. Il n'y a pas de sucre ajouté. Hein. Donc là, on s'adresse plutôt sur des gens qui veulent consommer des produits moins sucrés. Et sur la gamme réelle, alors la gamme réelle, on s'adresse à des gens qui ont plus de 20 ans. Pourquoi on s'adresse à des gens qui ont plus de 20 ans? Parce qu'en fait, on s'adresse à une clientèle qui veut travailler sur ce qu'on appelle l'anti-âge. Et il faut savoir qu'on intègre du collagène dans nos boissons. Et en fait, alors le collagène, pour votre info, c'est la protéine la plus abondante du corps humain. Et à partir de 20 ans, les réserves en collagène diminuent. Donc, c'est pour ça qu'on commence à avoir des petites ridules, des rides, une perte d'élasticité de la peau, etc. Donc, on s'adresse vraiment aux gens qui ont plus de 20 ans sur cette gamme-là, mais qui vont aller consommer des jus dans l'univers des jus de fruits frais. On s'adresse moins aux consommateurs qui vont consommer des jus en ambiant, puisque ce sont des jus qui sont 30 à 40% moins chers que ce que vous pouvez trouver dans l'univers des jus de fruits frais et qui sont moins qualitatifs aussi, forcément. Mais alors, ça me fait penser en fait, je m'attendais dans la présentation à ce que vous me parliez des allégations de santé et potentiellement d'études cliniques que vous auriez engagées en fait pour pouvoir justement démontrer à terme que c'est un médicament, quoi, que c'est pas juste un produit tendance ou buzz comme d'autres antioxydants. Est-ce que vous avez des pistes là-dessus? Ça, c'est ma première question. Et puis la deuxième, c'était purement technique. Je pense qu'il serait important, c'est plutôt un conseil, au stade où vous êtes, peut-être de bien présenter les conditions d'entrée des investisseurs parce qu'il finalement, il ne faut pas grand-chose pour boucler ou faire le pas. C'est, de préciser un peu, est-ce que vous faites, de l'equity, du BSAR? Parce que le slide est passé un peu rapidement, mais je pense qu'il y avait un mix, où il y a une notion de plancher et de plafond, dans la proposition d'investissement. Donc première question, les allégations thérapeutiques, et éventuellement des études que vous mèneriez, pour, prouver les allégations et puis deuxième, la partie investissement, Ouais. technique. Ça marche. Alors, sur les parties études, en fait, nous, encore une fois, on n'a pas de compétences sur cette partie-là, chimie, etc. Donc, on s'adresse déjà, enfin, on s'appuie sur les différents labos avec lesquels on travaille, qui ont un vrai gage de qualité. Et l'autre point, c'est qu'on s'appuie effectivement sur des études internationales, notamment qui ont été menées aux États-Unis et en Corée, qui sont les 2 leaders mondiaux de l'anti-âge de manière générale. Donc effectivement, on a des études. Pour vous donner un point sur la partie produit au collagène notamment, il y a une société qui s'appelle Vital Protein, qui est le leader américain des boissons au collagène,
qui vient d'être acheté par Nestlé, un peu plus de 5 milliards d'euros. Donc, ça montre qu'il y a des multinationales aussi de l'agroalimentaire comme Nestlé qui s'intéressent alors déjà au marché de l'anti-âge et surtout au collagène en lui-même. Oui. Donc, effectivement, il y a des études. Et le deuxième point sur les conditions d'entrée, après, moi, je pourrais vous envoyer effectivement des slides additionnels. Là, j'ai essayé de réduire aussi au minimum pour tenir dans les 5 minutes. En fait, nous, quand je dis un plafond de 500 000 euros, c'est qu'on ne souhaite pas aujourd'hui ouvrir notre capital au-delà de 500 000 euros pour pas trop se diluer, en fait, tout simplement. Donc, aujourd'hui, on a sécurisé 305 000 euros. Si demain, il y a d'autres personnes qui souhaitent joindre l'aventure, avec grand plaisir. Et on a un ticket d'entrée aujourd'hui de 2 000 euros. Merci. Beau projet. Avec plaisir. Merci beaucoup. Ouais, je trouve que ton pitch était vraiment assez clair et ça se voit que tu dois être assez rodé sur la manière de le présenter et tout est assez clair. Il y a peut-être un dernier point, mais on va peut-être manquer un peu de temps, c'est sur le rapport de poids et de puissance entre les distributeurs qui sont assez colossaux et la taille aujourd'hui réelle qui est petite et ce qui peut paraître être un peu compliqué. Après, tu as ton expérience chez Vita Coco qui peut l'expliquer. Mais il y a probablement un marché et il y a un truc assez intéressant. Donc, bravo pour la présentation. Et puis, encore une fois, on va reboucler à la fin sur est-ce qu'on envoie à tout le monde les présentations ou est-ce qu'il faut que vous en reveniez individuellement. Je pense que chacun des porteurs de projet, ce sera important de nous dire si vous êtes à l'aise sur le fait qu'on transmette à tout le monde, parce que ça peut être une façon de boucler votre tour de table. Alors, 2 000 euros, c'est pas beaucoup. Donc, ça peut se faire comme ça aussi, avec les personnes autour de la table. Merci Benjamin. Merci à vous. Alors, bien Maxime Ponsard. Oui, bonjour. Tu dois avoir la main toi aussi. Alors, je vais essayer de partager. Hop. Normalement, vous avez donc accès à mon écran, c'est bon? Voilà. Parfait. Si tu peux nous le mettre en voilà. Parfait. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis super content de pouvoir vous présenter aujourd'hui notre projet Sherit. Donc, je suis aujourd'hui avec Jacques, cofondateur du projet. Bonjour. Et donc, moi-même, je suis Maxime, autre cofondateur. Donc, l'aventure Sherit, elle commence en fait en 2019 d'une expérience personnelle, à savoir qu'en 2019, j'avais déjà un abonnement Netflix et je souhaitais m'abonner à un autre abonnement OCS, mais malheureusement, je n'avais pas les moyens financiers pour me permettre d'avoir 2 abonnements. À cette période-là, donc j'ai demandé un petit peu à droite à gauche, à ma famille, mes amis, si jamais ils avaient une place disponible sur leurs abonnements, et leur réponse fut malheureusement négative. J'ai donc vu 3 freins, 3 blocages en fait à la consommation de streaming. Le premier étant donc forcément le prix. On a donc de plus en plus en fait de propositions d'acteurs qui proposent des abonnements de streaming, et les budgets donc des utilisateurs restent forcément les mêmes. Le second, c'est donc la faisabilité. Une fois qu'on veut partager son abonnement, c'est extrêmement dur de trouver les bonnes personnes qui ont les mêmes besoins, les mêmes envies en termes de streaming. Et donc la troisième, qui est donc la sécurité. Et donc sur cet aspect sécurité, forcément, dès qu'on partage son abonnement, il y a des points qui entrent en compte, le paiement, est-ce qu'on a bien été payé, etc. Est-ce que la personne n'a pas surpartagé l'abonnement, etc., etc. Donc face à ces 3 problématiques, on a donc décidé de créer Sherit. Sherit & Stream, c'est donc une marketplace sur laquelle on va pouvoir proposer ces places disponibles sur ces différents abonnements et venir y souscrire de l'autre côté. Donc pour nos utilisateurs, on propose un catalogue sur lequel on va retrouver donc toutes les offres. Sherit va s'occuper donc de la mise en relation et donc on va pouvoir intégrer un groupe de partage. Et on va aussi s'occuper donc de toute la partie paiement. Et c'est là en fait sur quoi se base notre business model, puisque Sherit va prendre une commission mensuelle sur l'intégralité des paiements des souscripteurs. Donc, au niveau du marché, sans surprise, il y a un véritable engouement pour le streaming. C'est 45 millions d'abonnés payants en 2021 en France. Sachez que nous, on vise 11 millions d'abonnés sur le secteur du partage. Pourquoi 11 millions? Parce que, comme le disait Maxime, il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché du streaming, mais ce qui fait que l'offre est de plus en plus éclatée. Et donc, les utilisateurs ont du mal à s'y retrouver. Il y a 2 résultats à ça. Le premier, c'est qu'il y a un churn qui est de plus en plus important finalement sur le business du streaming. Et puis, il y a un retour à la consommation illégale, que ce soit le téléchargement, piratage ou streaming illégal. Donc, on vise 11 millions d'utilisateurs. Et puis, du coup, il y a un phénomène depuis quelques années qui explose, c'est le partage d'abonnements. Ça concerne 60% des abonnés payants en France qui partagent leurs abonnements. C'est pour ça que nous, on propose une marketplace de partage d'abonnements. Il faut savoir, c'est qu'en 2019, quand on a eu l'idée, il n'y avait pas encore d'acteurs
du partage. Aujourd'hui, on voit quelques acteurs émerger sur le marché, notamment en France et en Europe. Et puis nous, ce qui nous fait rêver finalement, hein, c'est que le partage d'abonnements, il ne s'arrête pas au streaming, il concerne aussi la presse numérique, le jeu vidéo, les logiciels, le sport, etc. Et on a identifié 7 verticales principales, du coup, qu'on aimerait implémenter sur notre catalogue d'ici la fin de l'année. Donc, comme le disait Jack, en fait, donc, il y a déjà quelques acteurs qui se sont positionnés, notamment au cours des 6 derniers mois. Le gros avantage avec Sherit, c'est qu'en fait, nous, on est live depuis décembre dernier. Donc, en fait, on a une plateforme qui est complètement opérationnelle. Donc, il manque juste un gros coup d'accélérateur marketing et au niveau donc, de l'équipe. Donc, en 2 mois, en fait, on a réussi à reacher plus de 2500 utilisateurs. On propose aujourd'hui, en grande majorité, donc, des offres sur le streaming audio et vidéo. L'objectif à cette fin d'année, c'est de reacher plus de 300 000 utilisateurs donc, sur le territoire français, d'atteindre 150 K donc, de MRR. Et puis l'objectif sur 2023, ça va être vraiment d'aller exploiter en fait, le marché européen. Et donc, à la fin donc, de l'année 2023, d'aller reacher plus d'1 million d'utilisateurs et 400 000 euros donc, de MRR. On a aujourd'hui un coût d'acquisition qui est plutôt assez faible, même plutôt très très faible, qui est autour de 1,40 €, donc avec du Facebook Ads. On a un panier moyen qui tourne autour de 5 € par utilisateur et un nombre d'abonnements qui est de 1,5 abonnements par utilisateur. Ça, c'est des métriques sur le panier moyen et l'abonnement par utilisateur qu'on veut faire grimper en proposant des nouvelles offres en fait, à notre catalogue. Vous l'aurez compris, on veut aller vite, mais on veut le faire bien. Donc pour ça, on a besoin de mentorat, mais bon, je ne m'attarde pas sur le sujet, c'est un peu évident. Mais on va surtout chercher à lever 1 million d'euros en equity auprès de business angels et de fonds d'investissement, avec un ticket d'entrée à 20 000 € dans la limite de 400 000 € pour les business angels. Et ça va nous servir à monter une équipe de choc, puisqu'on veut maîtriser vraiment tous les maillons de la chaîne, allant des besoins utilisateurs jusqu'au déploiement marché, avec un petit focus sur la partie technique, puisque nous, on veut vraiment, notre proposition de valeur, ça va aussi être d'accompagner nos utilisateurs dans leur consommation via de l'algorithmie, via de la recommandation de contenu, via du push, pour nous différencier de nos concurrents. Et puis, notre deuxième poste principal de dépense, ça va être le marketing, bien évidemment, aller reacher tous ces utilisateurs, donc via du Facebook et Google Ads, ce qu'on fait déjà, de la presse. On va mettre en place des parrainages et des codes promo. Donc, ça va représenter 450 000 €. Et puis, en face de l'equity, bien évidemment, on ira lever de la dette avec un ratio d'1 pour 1. Et donc, pour terminer, donc, l'équipe de choc actuelle, hein, puisqu'on a déjà une équipe de choc, il faut juste la faire grossir. On a donc Jack, donc, qui a un gros background financier, notamment donc, dans tout ce qui était levée de fonds. Sabri, donc, qui est donc, sur la partie développement, donc c'est lui qui a développé la plateforme, qui aujourd'hui est en freelance et on est en recherche active, en plein process pour intégrer un dev à notre équipe. On a Ansa sur toute la partie communication, marketing et animation donc, de notre communauté. Et moi-même, donc Maxime, qui suis plutôt sur la partie business développement et qui sera en charge notamment donc, des futurs partenariats avec les différents acteurs. Merci à vous. Et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. Alors, merci Maxime et Jacques. Je vais pas poser de questions, je vais vous laisser faire parce qu'ils sont à l'incubateur de l'ESCA, donc moi je les vois tous les jours et je connais quand même, je connais bien le projet maintenant. Donc je préfère vous laisser, Grégory, François, Stéphane, je préfère vous laisser attaquer Sherit. J'ai 2 questions. Bravo les gars, c'est effectivement un projet intéressant. Moi, j'avais une question, c'est il y a un acteur que je connais qui s'appelle Split avec 3 I. Je me demandais si c'était votre concurrent direct et si vous étiez en frontal. Et pour connaître un tout petit peu ces startups, je sais qu'ils ont eu des complexités au niveau réglementaire sur les autorisations que tu peux avoir à partager tes codes. Il y a notamment des sujets au niveau de ce qu'on peut faire ou pas faire. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez creusé ça et si Split est vraiment votre concurrent. On est d'accord avec Virginie, Cherchev aussi. Donc Virginie, ils ont pas mal d'avance parce que pour moi, ça fait déjà 2-3 ans qu'ils tournent. À titre perso, moi, je les utilise. Donc, comment vous vous différenciez par rapport à des acteurs qui sont déjà dans la place et comment vous faites pour traiter les sujets réglementaires et juridiques? Ouais, très bonne question, merci. Effectivement, donc Split, c'est un acteur qui est concurrent. Donc, tu en as cité un autre qui est ShareSub. Il faut savoir qu'en Espagne, il y a aussi un autre acteur qui s'appelle Pulpo, là, qui a
qui a fait une petite levée en pré-seed de 600 000. Et puis, il y a aussi, plus récemment, Divi, avec 2 fois 2i, qui s'est lancé, là, donc, qui a Station F, et donc qui sont en pré-lancement. Donc, effectivement, c'est des acteurs qui sont concurrents. Maintenant, en fait, il y a une caractéristique sur laquelle on se différencie d'ores et déjà par rapport à tous ces différents acteurs, c'est sur l'accompagnement. Eux, ils font de la communication qui est extrêmement tournée produit, alors que, Oui. in fine, le produit est hyper simple. Il n'y a pas forcément besoin d'en parler des heures pour comprendre que quand on partage un abonnement, on partage des coûts, donc on économise. Nous, on a vraiment fait un focus sur la partie communication, vraiment pour accompagner l'utilisateur dans sa consommation et pour venir le conseiller en fait sur il y a telle ou telle nouvelle série qui est sortie, et donc vraiment en fait l'accompagner tout au long donc, de sa consommation. Donc ça, c'est déjà ce qu'on a mis en place aujourd'hui. Demain, ce qu'on va mettre en place, et c'est notamment pour ça qu'on a besoin d'avoir une équipe technique pour pouvoir aller plus vite, c'est vraiment donc de mettre en place une barrière technologique en mettant en place de l'algorithmie qui va pouvoir aller pousser donc, sur de la recommandation, qui va pouvoir aller nous aider aussi sur la qualité, la fiabilité donc, des personnes qui partagent. Donc aujourd'hui, on a plutôt une différenciation d'accompagnement, et demain, on a vraiment envie de mettre en place une barrière technologique puissante, un petit peu comme l'a fait par exemple Back Market ou des entreprises tech, un petit peu comme ça. Mais donc ça, c'est vraiment notre ambition. Sur le deuxième point légal, alors effectivement, c'est un des premiers sujets, hein, forcément. Donc il faut savoir que nous, on est accompagné donc, sur donc, toutes ces questions légales en fait, donc, par un cabinet. On sait qu'on a une activité qui est hyper innovante, hyper nouvelle, qui n'existait pas il y a 3 ans, etc. Donc en fait, effectivement, ce qui sort donc, de nos différents échanges avec Solo Associés, c'est qu'effectivement, on est dans une zone grise. Il n'y a pas de précédent, c'est hyper récent, etc. Donc maintenant, par contre, il y a des recommandations qui sont vraiment d'usage, qui sont de se dire que l'utilisateur, il doit être prévenu, il doit être au courant. C'est l'utilisateur qui partage. Nous, finalement, on ne fait que récolter des paiements et faciliter en fait, le paiement au sein d'un même groupe. Et donc, ça, c'est notre travail, nous, de faire de la prévention, mais c'est l'utilisateur qui porte, in fine, le risque. Et puis, vous l'aurez compris, le nerf de la guerre, c'est d'acquérir des utilisateurs, mais ça va aussi être d'aller chercher des partenariats avec les différentes plateformes. Pour ça, on a la chance d'avoir quelques contacts, que ce soit chez Netflix, Salto avec TF1 M6, Canal+, etc. Donc d'aller chercher des contacts. Et puis, il y avait une étude très récente de Deloitte qui est sortie en fin d'année, qui était hyper intéressante parce que voilà, décrivait finalement ce problème de churn, d'acquisition utilisateur pour certaines plateformes qui commencent à atteindre finalement un plafond, et qui faisait quelques recommandations, dont 2 principales, qui étaient d'offrir plus d'offres à différents prix pour les utilisateurs et de nouer des partenariats pour l'acquisition. C'est-à-dire que maintenant, eux, c'est des producteurs. Nous, on veut vraiment les aider à acquérir et à faire de la rétention d'utilisateurs. Donc ça, comme l'a dit Maxime, ça va passer par de la recommandation, de l'algorithmie et vraiment un produit tourné utilisateur et pas juste fonctionnalité. Ouais, et je rajouterais juste, effectivement, nous, on est hyper conscients de ce point, parce que pour avoir pitché notre projet devant pas mal de gens et à de nombreuses reprises, on a décidé, par exemple, aussi donc, de se diversifier, et donc de ne pas uniquement proposer des plateformes de streaming, mais aussi il y a des abonnements presse, il y a des abonnements à la gym, enfin, il y a toutes sortes en fait, d'abonnements partagés, partageables, qui sont envisagés. Donc ça, c'est des choses qu'on met en place actuellement, histoire de diminuer un peu notre risque, parce qu'effectivement, la plateforme, l'acteur du streaming, même s'il n'aurait aucun intérêt à interdire le partage, reste maître de son produit, quoi. Alors, si tu permets, j'ai une réflexion par rapport à ce que tu viens de dire. Alors, je trouve votre projet super intéressant, et en fait aussi dans l'air du temps, hein, parce que quelque part, ça réduit aussi les dommages, on va dire impact carbone et ainsi de suite, hein, de manière indirecte. Même si l'accroissement du volume ne règle rien de problème, mais ça réduit l'impact. Parce que là, ce que j'ai compris de ce que tu dis, c'est qu'en fait, à la question du risque, tu n'élimines pas le risque, tu le transfères sur l'utilisateur. Donc, si le risque est avéré, en fait, le projet est mort, quoi. Donc, c'est juste une remarque, hein, c'est-à-dire transférer le risque, ça ne veut pas dire l'éliminer ou le contingenter, ça veut juste dire que il existe et qu'on n'a pas de solution. Par contre, ceci étant dit, la question que je me posais, c'est est-ce que vous avez travaillé à, plutôt que de travailler contre l'industrie du streaming, travailler avec eux?
Est-ce qu'ils ont un intérêt aujourd'hui à promouvoir finalement ce type d'usage? Parce que je pourrais imaginer que les gens changent d'avis ou qu'ils se disent plutôt de vous voir comme des empêcheurs d'augmenter le chiffre d'affaires, ils vous voient comme des optimiseurs de chiffre d'affaires ou des gens qui augmentent la rétention d'une façon ou d'une autre, quoi. Ouais, complètement. C'est très intéressant en soi. Mais nous, on ne se positionne pas du tout contre l'industrie. Au contraire, on se positionne vraiment comme un accompagnateur. Eux, ils ont leur business de création de contenu. Et nous, on va les aider à acquérir et à faire de la rétention. Et en fait, ouais, vraiment, on va venir les accompagner. Ce qu'il faut savoir, je pense que vous avez dû le voir, Netflix a des difficultés en ce moment à atteindre un nombre d'utilisateurs qu'ils avaient prévu. Donc, les investisseurs ne sont pas forcément très contents. C'est pareil pour Spotify. Au niveau de Disney, c'est la plateforme qui est la plus piratée de toutes les plateformes. Donc, elles ont vraiment ce problème-là, d'un côté d'acquisition, rétention utilisateur, de l'autre côté de piratage. Parce qu'en fait, quand Netflix est arrivé en 2014 en France, c'était la seule plateforme. Tout le monde s'est dit super, on n'a plus qu'une plateforme où on peut avoir tout dessus. Donc, le téléchargement illégal a fortement baissé. Et puis, plus il y a d'acteurs, plus on s'aperçoit que le téléchargement illégal, le piratage, etc. reprennent. Et donc, ça va être un vrai problème pour ces plateformes dans quelques années. Et c'est déjà un problème maintenant. Pour finir de répondre à la question, Stéphane, du coup, effectivement, on a pris contact avec, par exemple, Salto, il y a quelques mois, donc qui était en post-lancement, entre guillemets, mais donc qui était encore dans des problématiques d'acquisition, de marketing, etc. Donc, ils nous ont dit de revenir vers eux courant donc, de cette année. Mais donc, effectivement, ça, c'est dans les tuyaux et c'est des actions qu'on veut mettre en place. Donc, on veut vraiment se positionner en tant que facilitateur et ami des différentes plateformes et pas du tout ennemi, quoi. Et peut-être une dernière remarque ou question par rapport aussi à ce qui a été dit précédemment par d'autres collègues. Qu'est-ce qui va faire, à votre avis, que vous allez avoir cet avantage dans le temps, dans le timing, pour finalement atteindre une taille plus importante que d'autres, une rapidité à capter une communauté ou des clients plus rapidement que d'autres? Ouais, en fait, sur cet aspect communautaire, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille depuis le premier jour, en fait. Et c'est un peu une incompréhension vis-à-vis de nos différents concurrents qui parlent exclusivement produits. Nous, on interagit vachement avec notre communauté sur les différentes actualités streaming aujourd'hui, demain sur les différentes actualités presse, etc. Et donc, l'avantage qu'on veut mettre en place maintenant, c'est vraiment de la technologie. Et donc, c'est faire en sorte qu'on ait moins de churn que les splits, etc., qu'on ait moins de déchets, entre guillemets, que nos différents concurrents, quoi. C'est ça. En fait, on anticipe un petit peu et on se dit très bien, avoir 5 plateformes pour 20 € par mois, c'est top. Par contre, si je ne sais pas quoi consommer sur ces plateformes, je vais me désabonner, je vais aller ailleurs. Et puis, finalement, on ne règle pas le souci du churn. Donc, nous, on veut vraiment avoir cet aspect technologique d'accompagnement, de recommandation, d'algorithmie pour faciliter finalement la consommation de nos utilisateurs et les retenir. D'ailleurs, si vous avez pas d'inspiration par rapport à quoi regarder, par exemple, toutes les semaines sur les différentes plateformes, on a une rubrique qui s'appelle les sorties de la semaine, qui sortent tous les lundis sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir nous suivre. Voilà. Et puis François, si tu veux passer chez nous plutôt que chez Split, n'hésite pas. Non, mais je ne suis pas contre changer. Et d'ailleurs, tout le challenge, c'est bien, ça fait bien la transition. C'est comment tu maintiens tes clients réglementaires, mais de maintenir tes clients parce qu'ils sont très volatiles. Ils changent d'une plateforme à l'autre. Quand il fait beau, ils arrêtent. Et effectivement, moi, d'un point de vue investisseur, et moi, je suis plus investisseur, moins start-up que PME, ce qui me ferait un petit peu plus peur, ou en tout cas la crainte que je pourrais avoir sur le business model, c'est le fait que les clients ne sont pas extrêmement captifs. Et qu'en fait, tu peux en gagner très vite, mais tu peux aussi les perdre aussi vite que tu les as gagnés. Et du coup, il faut que les barrières à l'entrée soient quand même assez fortes parce que sinon, vous allez vous donner beaucoup de mal. Risque d'une attrition de clients qui soit assez forte. La différence de Jean-Denis, par exemple, quand tu tiens des clients en B2B. Donc, non, mais bonne réponse aux questions en tout cas et bonne interaction tous les deux. Bon courage dans la suite de l'événement et c'est sûr qu'il y a des sujets là-dessus. Mais quand il y a déjà des acteurs sur un marché, tu as l'avantage d'avoir un marché qui est déjà ouvert. Après, il faut du coup réussir à trouver un positionnement différenciant ou plus pertinent. Donc, le challenge est presque plus grand, quoi. Ouais, complètement. Merci. Merci. Merci à vous. On va passer au dernier projet
C'est un projet d'agriculture urbaine. Il est porté par Ariel Le Bourdonnec et Maxence Tétard, qui sont tous deux promo 2021. Vous avez la main normalement. Oui, c'est Alors, ça. Bonjour. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, on peut le mettre en grand et ce sera très bien. Yes. Voilà, ça C'est devrait. parfait. Donc bonjour, je m'appelle Maxence, donc je suis fraîchement diplômé de l'ESCA depuis cet été et j'ai eu le plaisir d'avoir Jean-Denis Perche en cours durant ma dernière année. Donc voilà, ça fait un lien avec la première présentation. Et commençons tout de suite, du coup, la nôtre. Ce n'est pas dans nos habitudes de laver de la salade le matin tôt en arrivant au bureau. On en profite plutôt pour éplucher nos mails, par exemple. Voici en quelques mots l'impact de Cultive-toi en entreprise. Et je laisse maintenant Ariel enchaîner sur la présentation de nos activités. Justement, cette quête d'impact et de sens, c'était vraiment ce qu'on était venu chercher avec Maxence en créant l'association Cultive-toi. Alors concrètement, Cultive-toi, qu'est-ce que c'est? Cultive-toi, c'est la première association étudiante interécole d'agriculture urbaine professionnelle. Bon, ça fait un peu long, mais qu'est-ce qu'on fait? On installe des potagers sur des toits d'entreprises, d'écoles et de bâtiments publics. Et on veut aller plus loin que ça. On réalise donc notre production directement sur des toits. On organise des animations en école auprès des enfants pour les sensibiliser aux thématiques du développement durable et de l'agriculture urbaine. Et enfin, on organise des ateliers de team building en entreprise ou sur notre futur potager dans le 13e arrondissement de Paris avec vos collègues. Et la meilleure manière d'expérimenter tout ça, c'est de le faire à l'ESCA. Et donc, pour commencer, l'ESCA, donc notre école à Boulogne-Billancourt, nous offre la possibilité d'expérimenter le projet sur la toiture terrasse, donc sur une cinquantaine de mètres carrés. Et donc, la production est distribuée directement aux membres de l'incubateur de l'ESCA ou aux membres de l'administration. Et les services généraux viennent en soutien également pour entretenir l'espace. Et donc maintenant, de Boulogne-Billancourt, je vous emmène dans le 13e arrondissement où nous attend un projet d'une toute autre envergure. On va installer notre premier potager urbain à vocation productive sur le toit d'un gymnase que vous pouvez voir en photo. Une surface de 600 mètres carrés, donc là, rien à voir. On va investir près de 85 000 € pour le chantier d'installation. Ce toit va nous permettre de produire 500 kg à 1 tonne de fruits, légumes et aromates par an grâce à l'installation de 44 bacs de culture. Donc, vous pouvez voir un petit plan de la manière dont on va organiser l'espace. Comme l'a dit Maxence, il y a un vrai changement d'envergure entre les 50 mètres carrés et les 1 000 € de l'ESCA et les 600 mètres carrés et les 84 000 € du gymnase choisi. Pourquoi 84 000 € et pourquoi cette explosion en tout cas des coûts? Notre projet demande des investissements initiaux assez importants qui sont répartis surtout en 3 postes de charge majoritaires: l'installation et la fabrication des bacs de culture directement sur le toit, l'acheminement et la disposition de notre substrat de culture directement sur le toit. On vient retirer les graviers et on vient installer à la place de la terre. Et enfin, bien sûr, les coûts de main-d'œuvre qui sont eux aussi importants pour ce chantier. Sur ces 84 000 € nécessaires à la réalisation du projet, on a à peu près atteint 90% de financement grâce à plusieurs partenaires clés: la Fondation Nature et Découverte, la Fondation AgroParisTech, les Crous de Paris et l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Et, très bonne nouvelle, depuis février 2022, on compte aussi également sur l'engagement d'autres étudiants. On a le BDE, donc le Bureau des élèves d'AgroParisTech, qui nous soutient à hauteur de 1 000 €. C'est symbolique, mais c'est aussi très important. Pour revenir rapidement sur le modèle économique de l'association, on mentionnait plutôt les 3 grandes activités de l'association. Donc d'abord, c'est vraiment la distribution de nos récoltes aux étudiants des résidences du Crous du 13e, le Crous qui est un de nos partenaires. Le deuxième point, c'est que dès 2023, fin 2023, début 2024, on souhaite ouvrir notre production à des restaurateurs, donc en vendant une production à forte valeur ajoutée, notamment les aromates, à des restaurateurs du 13e arrondissement de Paris. Et puis, effectivement, l'augmentation progressive de nos revenus issus d'ateliers de team building en entreprise ou sur notre toit, qui représenteront une part toujours plus importante de nos revenus.
Et tout ça nous permettra, d'ici à 2025-2026, d'être autonome financièrement et de ne plus dépendre d'aides publiques ou privées. En tout cas, on tend à viabiliser le projet sur le long terme. Et donc, pour réaliser tout ça, on s'est bien entouré. L'équipe est composée d'étudiants de l'ESCA, donc de 3 écoles. L'ESCA, AgroParisTech pour la partie technique et l'ECAM Lyon également. On a d'abord 3 étudiants membres qui sont vraiment à fond sur les partenariats, donc ils cherchent vraiment à développer les partenariats à l'échelle locale au niveau du 13e arrondissement de Paris, notamment pour organiser toute la distribution de notre production qui arrivera, on l'espère, dès juin 2022. Ensuite, on a donc Ariel, moi et Anna, qui est une étudiante en 3e année de l'ESCA. On s'occupe plutôt de la partie sécurisation des financements de l'association en répondant à différents appels à projets et demandes de subventions. Également très important, la partie agronomique et la conception de notre espace de culture avec Alexis et Julia d'AgroParisTech et Vincent de l'ECAM sur la partie bois. Eux s'occupent vraiment de la quantification des rendements de notre espace de culture. Donc, on a 600 mètres carrés de toit, mais que 300 mètres carrés de culture pure, puisqu'on a des espaces forcément pour pouvoir accéder aux différents espaces de culture. Et donc, ces 3 étudiants construisent vraiment la cohérence de nos prévisions. Et pour finir, donc on a Emmanuel qui est en 5e année de l'ESCA et Chiara qui étudie à AgroParisTech, qui s'occupe de la partie communication sur nos différents réseaux, donc LinkedIn, Facebook et Instagram. Et puis voilà, c'est important quand même de ne pas vous laisser sur votre faim. On a quand même une trajectoire à horizon fin 2022 et aussi sur les prochaines années, mais vraiment sur les prochaines étapes qu'on souhaite réaliser dans les prochains mois. C'est bien sûr le recrutement de notre salarié agricole pour exploiter la surface, qui sera vraiment un recrutement clé qu'on espère recruter en mars. Et puis la réalisation du chantier d'installation en avril-mai et l'organisation des premières ventes, bien sûr, qui seront quand même un gros moment d'émotion pour nous depuis le lancement du projet avec Maxence, depuis la création de l'association en 2018. Vous l'avez compris, il nous manque 10% du budget. Ça représente 10 000 €. Et voilà, ce serait vraiment la cerise sur le gâteau, même si voilà, on ne plantera pas de cerisier sur les toits, ce n'est pas possible malheureusement. Que ce soyez vous, ancien étudiant de l'ESCA, alumni de l'ESCA, voilà, qui participiez à rendre concret et réaliser ce projet d'agriculture urbaine, d'installation d'un potager urbain. On espère vraiment voilà, compter sur votre soutien. Merci pour votre attention et donc on est ouvert à toutes vos questions. Top, on est pas mal dans le timing. Merci les gars, je trouve que c'est intéressant de dérouler votre projet. Moi j'avais une question, mais je vais ensuite laisser tout le monde s'exprimer s'il y en a d'autres qui en ont, qui était de voir comment vous voulez déployer un peu ce modèle, si vous envisagez de faire des partenariats peut-être avec des, je sais pas, des entreprises ou des écoles ou des associations, parce que du coup là il y a des modèles un peu de tests qui ont été faits sur l'ESCA et puis dans le 13e, ça fait 1 puis 1. Si vous voulez le déployer à une plus grande échelle, comment vous verriez le truc? Ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, vous ne parlez pas beaucoup du modèle économique. Est-ce qu'il y en a un ou est-ce qu'on est dans une logique philanthropique, associative là-dessus? Est-ce que vous pourriez nous éclairer, s'il vous plaît? Maxence, toujours. Alors effectivement, on avait une partie sur le modèle économique. On vous a plus parlé du business model très succinctement. On peut, Maxence, si tu veux bien nous afficher la partie modèle économique qui sera un peu plus précise et qui donnera un peu plus d'éléments. Je ne sais pas si on peut la mettre en grand écran. Donc, en fait, on peut rentrer, mais dans l'idée, c'est de bien comprendre, tu vois, comment tu vas vendre les choses, comment vous allez, comment ça va fonctionner. Donc, peut-être pas obligé de rentrer dans tous les détails, mais en grandes lignes. Hein. Ok, super. Les grandes lignes, donc c'est qu'effectivement, à court terme, c'est-à-dire à 1-2 ans, c'est assez difficile d'arriver à l'équilibre, puisqu'on a quand même en très grosse charge sur notre association, le salaire de notre salarié agricole et toutes les primes d'assurance. Donc, ça représente environ 13 000 €. On est sur un espace qui est assez petit en ville. Donc, on a 600 mètres carrés, 300 mètres carrés de culture pure qui vont nous générer à peu près 2 à 3 000 € de recettes la première année, puisqu'on est sur une moitié d'année. Donc, on a quand même besoin
de développer tous ces ateliers de team building en entreprise et ces ateliers en école avec des enfants. Pour pouvoir arriver à l'équilibre, on compte vraiment sur ces ateliers de team building, ces ateliers directement sur notre toit avec une dizaine de personnes. On valorise à peu près à 1 000 € l'atelier de team building, donc il en faudrait une dizaine par an, donc à peu près un par mois, c'est réalisable. Ça va nous demander bien sûr de nous structurer un peu plus et de préparer vraiment, de nous armer pour pouvoir fournir ce service aux entreprises. Mais voilà, avant d'atteindre ce volume de 10 ateliers par an, on a quand même besoin, je pense, d'1 ou 2 ans pour pouvoir assurer ce service. Donc l'objectif, effectivement, c'est on compte forcément au départ sur des subventions publiques et privées, mais on est une association, on porte un projet à fort impact social et environnemental. L'objectif, ce n'est pas de mourir dans 3 ans. L'objectif, c'est de le viabiliser à beaucoup plus long terme et donc d'arriver à cet équilibre financier sans ces aides. Et pour compléter ta réponse, Ariel, effectivement, la partie installation de potager urbain, c'est un CAPEX qui est important. On l'a vu avec le budget du chantier. Et donc, nous, ce qu'on veut vraiment développer, comme tu l'as bien dit, Ariel, c'est la partie organisation d'ateliers en entreprise, de team building, de sensibilisation à la transition écologique, pas uniquement à l'agriculture urbaine, en fait, et d'aller plus loin, de créer du lien entre les équipes de salariés en parlant en transition écologique et actions, éco-gestes qu'on peut mettre en place au quotidien, etc. Et c'est ça qu'on veut vraiment valoriser et qui nous permettra d'être à l'équilibre économiquement. Peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire François. Alors tout d'abord, bravo pour votre projet. Vous avez raison de regarder aussi l'horizon à court terme pour éviter de tomber dans un trou. Donc bravo pour la démarche. Par contre, ce que j'attendais, c'était la vision à terme. Alors je vais vous dire ce que j'ai pensé quand je vous écoutais. Je me suis dit, tiens, ils sont en train de faire une sorte de pilote industriel ou démonstrateur. Où ça va nous mener tout ça? Alors peut-être que vous ne le savez pas maintenant, mais je pense que ça gagnerait à vous projeter, quitte à vous projeter en 2030. Hein, mais comme vous l'avez fait, il faut d'abord survivre aux 3 ou 4 années qui viennent. Par contre, je n'ai pas compris quelle est votre vision à terme. Et dans vos réponses, là, j'ai senti, tiens, finalement, ce n'est pas forcément de l'agriculture urbaine, c'est peut-être de l'ESS, là, du lien social. Enfin, on sent quelque chose, mais sans. Enfin, j'ai senti. Et ça, j'aimerais bien que vous l'explicitiez un peu plus, ou au moins, ça vous permettrait aussi de vous positionner dans quelque chose d'autre qui est, par exemple, que de l'agriculture, qui serait, pourquoi pas inclure des gens. J'ai n'importe quoi, des gens écartés, défavorisés, qui ont une activité complémentaire, et peut-être vous mettre en relation avec des écosystèmes qui ne sont pas forcément liés à l'agriculture urbaine, qui sont peut-être liés à autre chose, la solidarité ou encore une fois à l'ESS. Donc ça, c'est de manière globale, je pense que vous gagnerez à nous emmener encore plus loin. Après, sur les aspects pragmatiques, peut-être une petite mise en garde dans votre projet. Attention à tout ce qui concerne les calculs de structure sur les bâtiments, parce que ce que vous faites, c'est quand même dénaturer en fait la finalité du bâtiment, hein, mettre plus de charges ou une charge différente ou concentrer à certains endroits. Ça peut avoir des impacts d'assurance, de responsabilité qui peuvent bloquer. Et puis, peut-être quelque chose que vous ne voyez pas actuellement, mais qui va certainement venir, c'est la concurrence avec des solutions du type photovoltaïque urbain, parce que c'est comme c'est un des axes prioritaires, au moins au niveau de la commission, hein, c'est-à-dire plutôt que de mettre du photovoltaïque dans les champs, on va les mettre sur des toits d'Aldi, Lidl ou d'Auchan, ou sur des toits urbains de bâtiments administratifs. Donc ça, c'est plus pour éviter que ça reste, comment dire, un joujou de certains politiques, et que vous arrivez à trouver votre place, en fait. Parce que je pense qu'il y a une place, hein, personnellement. Voilà, en tout cas, bravo. Merci beaucoup pour ces remarques. Du coup, pour rebondir sur la toute fin, sur la partie un peu stress de l'espace urbain, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espace en ville. On veut faire plein de choses.
on veut bouleverser l'environnement urbain. Et c'est clairement, et on va avoir clairement de la concurrence, comme vous le disiez, par rapport au photovoltaïque et autres. C'est pour ça que vraiment on veut s'orienter vers les ateliers et, comme vous dites, voilà, la sensibilisation, du lien social, etc. Pour répondre sur la partie technique, on s'est entouré de Culture en Ville, qui est une entreprise d'agriculture urbaine. C'est eux qui ont fait l'étude de faisabilité. C'est eux qui, entre guillemets, nous prennent la responsabilité aussi du chantier. Ils coordonnent le chantier. Donc voilà, sur cette partie, on essaye d'être solide. Voilà, on ne veut pas faire n'importe quoi. On est conscient des impacts que ça peut avoir derrière sur le bâti, effectivement. J'ai juste un commentaire, si vous me le permettez. Alors, je trouve votre projet canon. Et si j'étais à votre place aussi, j'ajouterais des ruches. Oui. Il se trouve qu'en fait, on avait un autre projet avec une gare de la SNCF, le toit d'une gare à Chaville, rive droite, où il y a déjà des ruches. En complément, on voulait apporter un espace de culture. Il se trouve qu'il y a une portance qui n'est pas assez importante et qu'on ne pouvait pas du tout installer de potager. Mais en tout cas, voilà, on a fait la démarche avec la SNCF à voir comment on peut aussi approfondir le partenariat avec un acteur intéressant, la SNCF. Merci. Pardon. Excusez-moi, pour ajouter juste des petits éléments pour répondre à Stéphane, effectivement, sur la vision qu'on porte avec Maxence au sein de Cultive-toi et avec toute l'équipe. Avant tout, voilà, nous, on est en sortie d'études. L'objectif, c'était de lancer ce projet, d'avoir finalisé ce chantier du toit à la fin de nos études. On n'a pas encore fini, on porte toujours le projet, on continuera de le porter pour le structurer au maximum avant potentiellement de le léguer aux futures générations. Et puis, les projets d'agriculture urbaine, il faut savoir qu'ils sont vraiment uniques. C'est-à-dire que chaque projet va être, en quelque sorte, va être compliqué à mettre en œuvre. Et donc, on a à chaque fois des caractéristiques bien précises de portance, de sécurité, je dirais d'exposition au vent, d'exposition au soleil. Donc, chaque projet est vraiment unique. Donc, l'aspect scalabilité, effectivement, développement sur plein de toits. Je dirais plutôt que, effectivement, notre priorité, c'est d'arriver à structurer un très beau projet sur un toit. Et si on doit avoir une vision, je dirais, une dizaine d'années, c'est d'aller chercher d'autres toits dans le 13e arrondissement de Paris. Parce que vraiment, cette proximité entre les toits… Je vais te couper, Ariel, pour qu'on essaie de… Je te laisse conclure, mais qu'on tienne un peu notre timing. Ah, pardon, on pourra prolonger les échanges. Oui. Si vous le voulez, en fait, et si vous le souhaitez, je pense que c'est possible de prolonger les échanges. On essaye de tenir un peu notre timing. Et je voulais juste, en fait, en guise de conclusion, vous remercier tous pour ces exercices que vous avez fait, de présenter dans un laps de temps qui était assez court. On n'est pas forcément avec le meilleur format sur les 5 minutes plus 10 minutes, mais ça permet quand même d'échanger. Je pense qu'on voit qu'on a des stades de maturité qui sont assez différents. Moi, ce que je retiens, j'en vois pas mal les porteurs de projets dans mon boulot, c'est que je pense qu'il faut réussir à donner envie, à créer le truc. C'est pour ça que quand j'avais demandé à Jean-Denis quelle était ta question, je trouve que derrière, c'est de dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas chercher. Là, on était là un peu pour essayer de partager des choses et de se challenger. Ce qui est top, c'est qu'on a réussi à rester autour d'une trentaine jusqu'à la fin. Donc, ça veut dire que vos projets étaient super et bravo. Merci à Greg d'avoir organisé tout ça et à François. Ce qu'on va se dire, c'est que si vous n'avez pas de contre-indication, les porteurs de projets, on pourrait diffuser les decks. Ça peut faire par effet ricochet soit des idées, soit renvoyer de l'argent. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est n'hésitez pas à nous faire des feedbacks, soit via Grégory, via les deux François, pour qu'on puisse soit refaire ce type de format, soit le modifier en prenant plus de temps, moins de temps, voir comment on peut faire différemment. Et puis, dernière chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a prévu a priori une prochaine rencontre qui sera dans un format apéro à Paris, plutôt investisseurs, mais les porteurs de projets seront les bienvenus. Donc, tous les gens qui bossent dans le capital risque, le private equity ou l'écosystème seront les bienvenus. On a prévu ça a priori jeudi 7 avril à Paris, en fin de journée. Donc, on pourra échanger. Salut Damien. Je vois que tu es là aussi. Donc voilà, voilà pour la petite conclusion. Je ne sais pas si Grégory, tu veux rajouter quelque chose, si vous voulez ajouter. Pas. Alors, merci pour votre présence. Et puis, on va se revoir le 7 avril pour un apéro à Paris. Et puis, il y aura un peu plus
un peu plus loin dans l'année, probablement en mai, en juin, ce même exercice, mais dédié aux activités RSE, ESS, même si tout ceci reste encore à préfigurer. Bravo à tous. Et puis juste, pardon, excuse-moi Stéphane, juste pour finir, la liste des personnes qui sont participants, peut-être que Greg, tu vas pouvoir la diffuser comme ça, si tu veux refaire des interactions, soit pour échanger sur le projet, soit éventuellement pour investir ou mettre de l'argent, ou faire des effets ricochets, que ça puisse aussi se faire comme ça. Voilà, top. Je mettrai un petit mot de... Ah, j'ai un écho là, bon, c'est pas grave, je vais essayer comme ça. Je mettrai un petit mot de conclusion en tant que directeur général du réseau. Moi, c'était la première fois où j'ai tenu à participer à ce pitch. On a lancé une enquête en décembre et le fait de pouvoir proposer des investisseurs alumni pour les alumni était quelque chose qui était remonté de façon très, très forte. On est en train de travailler autour de tout l'écosystème, autour de l'entrepreneuriat en tant que tel, porté par les alumni, porté par l'association, et ça va passer certainement par la mise en place d'une place de marché notamment, sur laquelle l'ensemble des ESCA pourront proposer leurs services et qui nous permettront de faire du business entre nous. Donc, merci à Grégory, merci à toi François, de ton investissement sur ce club, sachant que tu bosses chez Arkea, j'y ai bossé pendant un peu plus de 5 ans, de 95 à 2000, avec le lancement de Suravenir Assurance. Donc voilà, ça m'a fait un petit coup de remember du côté du Relais de Queyron, même si toi, tu es basé à Paris, si mes informations sont bonnes. Voilà, merci à tous en tous les cas, c'était vraiment enrichissant, j'avais pas à intervenir, j'ai donc bu vos paroles, à la fois les porteurs de projets enthousiastes et les investisseurs, à la fois bienveillants et correcteurs sur les différentes propositions qui étaient faites. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à Faucon. J'espère qu'on pourra raconter aussi de belles histoires derrière, après ces levées de fonds, en disant, voilà, grâce aux investisseurs rencontrés lors du club investisseur, on a pu, nous, atteindre nos objectifs à temps ou temps. Mais en tous les cas, merci encore à tous. Ça fait vraiment plaisir pour nous. C'est notre carburant, hein, en tant que permanent d'association, d'avoir des clubs comme ça qui montent en puissance et avec de belles histoires à raconter derrière. Bravo à tous. Merci encore à tous. Voilà. Bonne soirée, merci. Merci bien. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.